C'est la première fois à la claque. Merci d'être là ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui je vous parle. Parce que c'est la première fois que je fais ça ailleurs qu'à Paris. Donc, comme j'ai jamais eu forcément l'occasion de m'exprimer comme ça en public dans une autre terre, et on m'a dit les gens sont civilisés. Donc oui, c'était le personnage que je voulais être aujourd'hui, le Parisien con. Je pense que je le fais pas mal. Donc merci beaucoup d'être là ce soir. Je remercie également 3 personnes sans qui il n'y aurait pas la claque ce soir. D'abord Aurélien qui a repéré le fait qu'on pouvait faire des meet-up ici à Link Value. Ouais, bah non, mais c'est toi qui t'as été l'étincelle. Je remercie également Morgane qui m'a fait l'introduction auprès de Duruc, donc qui a été le souffle. Et puis je remercie Duruc qui a été le brasier. Au moins, t'as tout le cycle du feu pour le coup. Merci pour Link Value. Je veux te laisser la parole si tu veux bien. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir ce soir. Moi, je suis Joy, Office Manager à Link Value. Donc, Link Value, c'est les bureaux dans lesquels nous sommes. On est une entreprise placée, on est spécialisé en innovation numérique. On est à Lille, Lyon et Paris. On a une centaine de collaborateurs et on accompagne des clients de grands comptes à des petites startups dans leurs projets de transformation digitale. Du coup, effectivement, c'est Morgane, ancienne partenaire RH chez nous, qui nous a mis en contact avec Mohamed. On est toujours hyper content d'accueillir des meet-up divers et variés. On en accueille tous les mois, aussi bien sur des sujets tech un peu plus transverses. Ça nous permet de rencontrer du monde et d'échanger, donc c'est super enrichissant. Et voilà, j'ai super hâte d'écouter la suite. Merci. Donc du coup, c'est la première fois qu'on fait ça à Lyon. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de passer un bon moment. D'accord? Je sais que certains d'entre vous ont eu un client qui était chiant aujourd'hui. Ils ont eu un point avec un manager qui les a fait chier. Enfin bref, ils ont peut-être passé une mauvaise journée. Donc ce moment-là, c'est le vôtre. On va essayer de passer un bon moment. On est d'accord? Parce que en fait, la claque, c'est 2 choses. Il y a 2 piliers à la claque. Le premier pilier à la claque, c'est déjà que de rendre l'événement interactif. C'est-à-dire que si tu veux mettre ta claque, tu mets ta claque. Si tu veux partager ton expérience, tu partages ton expérience. Si tu veux m'interrompre parce que je dis de la merde, tu as le droit de m'interrompre parce que je dis de la merde. Parce qu'en fait, je suis pas un écran de télé. Donc vous pouvez m'interrompre. Et deuxième chose, si vous en avez votre claque, vous avez le droit de partir. D'ailleurs, moi, ça me fait un indice. C'est-à-dire que si je suis chiant et que les gens partent, c'est que je suis chiant. D'ailleurs, moi-même, si je me fais chier, je m'en vais. Donc, vraiment, si vous en avez vu votre claque, n'hésitez surtout pas à partir. Parce que ce qu'il faut savoir sur la claque, pourquoi la claque s'appelle la claque, parce qu'une fois, j'ai assisté à un événement. Et cet événement était chiant. Et vous êtes coincé entre 2 extrêmes. L'espoir que ça s'améliore, et la politesse. Parce que vous dire, vous êtes le seul à vous lever, et en fait, parfois, il y a des gens qui attendent juste que d'autres personnes se lèvent pour partir avec eux. Donc, pas de ça ici à la claque. Si vous voulez partir, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de participer. C'est aussi un moment que vous pouvez faire vôtre. Et on est surtout là pour passer un bon moment. Du coup, qui dit bon moment, dit blague. Si vous avez des blagues, vous avez le droit de m'interrompre pour les raconter. Encore une fois, je suis mauvais en blagues, ça me permet d'en collecter. On est bon? Genre, on voit 2 qui préparent des blagues là-bas. Pour le coup. Je vais me présenter. Qui me connaissait? La moitié de la salle. D'accord, ok. Je croyais que j'étais plus connu que ça. Je vais me présenter très rapidement. Je pense que la plupart de ceux qui me connaissent à travers l'école du recrutement, où j'ai fait pas mal de choses là-bas. Je ne vais pas revenir sur le passé, je vais vous parler de ce que je fais moi aujourd'hui, et en fait, en vrai, de ce qui m'anime depuis maintenant quelques années. Moi, mon kiff, c'est de résoudre des problèmes. J'adore ça. Résoudre des problèmes, c'est ce que j'adore le plus. Au point que ma femme me déteste pour ça, parce que parfois, elle veut juste que j'écoute ses problèmes, que je les résous pas. Et puis, je me suis aperçu que la plupart des gens aussi, ils ont juste besoin de ça, que j'écoute leurs problèmes et que je les résous pas. Donc, je suis quelqu'un d'agaçant. Et parce que la plupart des gens, ils ne manquent pas de solutions, ils manquent seulement de décisions. Et du coup, ça a donné ce mantra que je porte en t-shirt sur un teddy.
et un peu partout sur LinkedIn si on s'est déjà connecté, qui est l'action et le remède. Donc aujourd'hui, c'est le mantra et j'essaie d'inculquer ça un peu dans tout ce que je fais, que ce soit dans les meet-ups, que ce soit dans le contenu que je partage, dans les formations que je peux faire. Et donc voilà, ça c'est pour me présenter très rapidement. On est bon? Ok, cool. Alors on va poursuivre. Et aujourd'hui, le sujet c'est la culture qui tabasse. Et Dieu seul sait comme ce sujet est un magma et parfois un sable mouvant dans lequel on peut s'empêtrer entre ceux qui confondent la culture avec la marque employeur, ou la marque tout court. Et puis moi-même, je fais partie de ces gens qui ont cru que la culture ne se créait pas. La culture était incréée. Autrement dit, je pensais que la culture, elle s'impose à toi et tu ne l'imposes nulle part. Qu'une culture, tu ne la décrètes pas, tu ne fais que la constater. Ça m'a perturbé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, dans ce registre-là, je pensais que la culture, on ne pouvait pas la programmer, on ne pouvait rien en faire, et en fait, je me trompais. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est 4 histoires. 4 histoires qui m'ont fait changer d'avis sur la culture. Et ces 4 histoires aussi qui vont vous donner tous les aspects et toutes les dimensions sur comment bâtir une culture qui tabasse. On est bon? Alors, je vais commencer par la première... Non, je vais d'abord vous dire les 4 histoires pour que vous ayez un récap, et je vais ensuite commencer par la première. La première histoire, c'est l'histoire d'une entreprise florissante au début des années 2000. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un stagiaire qui est promu. La troisième histoire, c'est l'histoire de 3 mecs qui se baladent d'entreprise en entreprise sur la côte ouest des États-Unis dans les années 60. Et la dernière histoire, c'est l'histoire d'une révolution, et du moins de la seule révolution d'esclaves qui a réussi. À travers ces 4 histoires, vous aurez toute la vision et tout le matériel nécessaire pour bâtir vos propres cultures d'entreprise. Alors je vais commencer par la première histoire. La première histoire, je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'une entreprise qui est florissante au début des années 2000. C'est une entreprise qui fait près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui est 7e au classement Fortune 500. Pourtant, cette entreprise, en moins d'1 an, elle va voir son action passer de 50 $ à rien. Cette entreprise, c'est Enron. Enron. C'est l'effet dramatique, tu vois. Tu veux faire un truc, tu travailles ça chez toi, ouais, ça marche. Et ça clique pas. Donc c'est Enron. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'histoire d'Enron, le scandale Enron. Non. Alors pour vous dire de manière très simple, c'est un scandale de comptes truqués. C'est un scandale ou de comptes falsifiés, où il y a eu une trahison de la confiance, notamment sur les marchés, qui a conduit à la faillite de cette entreprise qui employait près de 100 000 personnes dans le monde. Je ne vais pas revenir en détail sur cette arnaque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle culture il y avait dans cette boîte pour aboutir à ce résultat-là. Et il se trouve que la culture de cette boîte était résumée par ces 4 valeurs. Intégrité, communication, respect et excellence. De l'autre côté, on avait des comptes truqués, des comptes falsifiés. Et il vous parle de respect et d'intégrité. Alors après, on peut se dire que ceux qui ont falsifié les comptes, ceux qui ont fait ce genre d'exercice, c'était les dirigeants. C'est juste les dirigeants qui étaient corrompus et que la base, entre guillemets, incarnait vraiment ces valeurs. Et là, je suis tombé sur cette vidéo. Alors, je vais mettre le son, ça va être mieux. Ah, j'ai pas le son. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, les gens qui sont là, ils comptent mieux que les gens qui sont pas là. Pour le coup. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup... parce que sinon, je vous aurais juste laissé le sous-titre, mais ça fait tellement bizarre de voir un silence pendant 5 minutes. Non, la vidéo dure beaucoup moins longtemps, je vous rassure, elle dure juste 1 minute.
California's attempt to deregulate energy markets became a disaster for consumers when companies like Enron manipulated the West Coast power market and even shut down plants so they could drive up prices. During California's rolling blackouts, when streets were lit only by headlights and families were trapped in elevators, Enron energy traders laughed. Those guys, let's just cut them off. They're so f***ing. They should just bring back horses and carriages and lamps. I know, kerosene lamps. What money you guys stole from those poor grandmothers of California? Yeah, Grandma Millie, man. Yeah, now she wants f***ing money back for all the power you charged right up, jammed right up her ass for $250 a megawatt hour. Pour vous faire un résumé, ce qui se passe quoi? C'est une conversation entre deux traders dont l'un se fout de la gueule de ses clients parce que ils ont payé $250 et puis en fait ils ont juste arnaqué et ils sont contents de les avoir arnaqués. Donc ça c'était juste des traders alors qui sont sur le terrain. Maintenant vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un certain rictus ironique quand vous voyez intégrité, communication, respect, excellence. Pourtant ils ont pensé à leur culture. Ils ont fait leur culture. Ouais. Non, il n'y a plus de vidéo. Désolé, Joy, pour le coup. Excellente remarque. Merci pour... C'est le seul qui a suivi, hein, de tout à l'heure. Donc oui, on peut avoir qu'un rictus ou un rire jeune quand on repense en fait au cas de valeur. Et là, en fait, moi, je me suis mis à penser et à réfléchir. Je me suis dit, il n'y a que deux situations possibles. La situation basique, c'est Enron, c'est des cons. Ils sont tellement cons qu'ils n'ont pas pensé à faire leur propre culture et à pouvoir bien évaluer leur propre culture. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est de se dire que, en fait, ils ont bien évalué leur culture, sauf qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un avant et un après. Alors, ce que je vous propose, c'est d'explorer ces deux hypothèses. Les deux hypothèses qu'on va explorer, c'est d'abord la contre-culture d'Enron, et la deuxième hypothèse, du coup, l'écart qu'il peut avoir entre les déclaratifs et les démonstratifs. Alors, on va parler de la contre-culture. Pour parler de la contre-culture, on va partir de l'hypothèse qu'ils ne se sont pas trompés sur leur culture, mais qu'elle a évolué beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu fais une culture, forcément, il naît une antithèse à ta culture. Quoi qu'il arrive, chaque Batman trouvera son Joker. Chaque révolution trouvera sa contre-révolution. Et c'est pareil, en fait, pour la culture. Chaque culture fait naître une contre-culture. Et cette contre-culture, il ne faut pas la tuer. En fait, c'est... Comment dire ? Quand je dis qu'il ne faut pas la tuer, c'est qu'elle participe à la dynamique d'une culture. C'est-à-dire. Exactement. Et il faut du coup se nourrir de ces contre-pouvoirs pour alimenter le pouvoir. Et par contre, il peut parfois arriver que la contre-culture devienne tellement puissante qu'elle finit par empoisonner la culture. Mais il ne faut jamais oublier que la culture, c'est pas une image, c'est un film. Et chaque fois que vous allez pouvoir évaluer à une date T la culture d'une boîte, vous allez en voir qu'un cliché. Et une culture de boîte, ça change. La culture de votre boîte il y a 3 ans et la culture de votre boîte aujourd'hui, elle est déjà différente. La culture de votre boîte dans 3 ans, elle sera aussi différente de celle d'aujourd'hui. Et rien que intégrer cette idée que la culture est dynamique, c'est déjà qu'il faut la réévaluer tous les 3 ans. Sinon, autre élément, l'évaluer tous les 20 recrutements. Après, ça dépend de la taille. On va dire 20%. Dès qu'il y a 20% des renouvellements de recrutement, il faut réévaluer votre culture. Et pour vous donner un exemple de contre-culture qui a été maîtrisée, qui a été ensuite intégrée dans la culture, je vais prendre Google. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'était l'un des montrants, maintenant il a disparu. Depuis qu'ils sont rentrés, ils ont créé Alphabet, ça a disparu. C'est Don't Be Evil. Et alors, le Don't Be Evil,
il a une histoire fascinante. Il est né lors d'une séance de brainstorming où la RH avait réuni tous les gens de la boîte pour discuter des valeurs, comme n'importe quel RH au final. Et la RH commence à dire, bon, alors on est quoi? Bon, on est gentil. J'exagère, mais en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les valeurs qu'ils disent, ça revient à t'as pas besoin de traiter avec le diable pour faire du business. Et parmi eux, il y a un ingénieur qui s'appelle Butchett, si je dis pas de bêtises, qui dit mais ces mots intégrité, on revient respect ou je sais pas quoi, n'ont pas de sens. En vrai, tout ce qu'on veut dire, c'est don't be evil. Ne soyez pas méchants. Et de cette blague-là, la RH a répondu « Oui, mais on ne pourrait pas le transformer en quelque chose de plus positif ?» Il se trouve que l'ingénieur est soutenu par d'autres personnes et il ne lâche pas l'affaire. À un point où, après cette réunion, tout un collectif s'amuse à mettre des post-it don't be evil partout dans Google. Et ça devient un mantra. Et ça devient un mantra qui est répété, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un ingénieur se pose une question sur si ce que je fais est bien ou pas, il dit don't be evil. N'essaie pas de tricher. Et là, c'est la contre-culture qui a été absorbée ensuite par la culture. Et ça, c'est un exemple très concret. Donc, dans le cas d'Enron, je pense très sincèrement que la contre-culture peut avoir empoisonné la culture. Maintenant, si on passe à la deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est de se dire qu'en réalité, ils n'avaient aucune idée de la culture dans laquelle ils étaient. Aucune idée. Normal, c'est très très difficile de pouvoir s'évaluer soi-même. Pour vous donner un exemple, mais non, je vous montrerai l'exemple un peu plus tard. Non, ce que je vais vous parler là, c'est surtout de ce chiffre-là. Ce chiffre-là, 34% des entreprises, dans un sondage qui a été fait sur 4000 entreprises il y a maintenant quelques années, 34% des entreprises ont pour valeur innovation. Oui. Ou respect. En France, les deux valeurs qui sont reprises par 50% du CAC 40, c'est innovation et respect. Vous pouvez le faire, on a fait l'exercice, c'est marrant. Enfin non, c'est chiant, mais c'est marrant, les résultats sont marrants. Et du coup, tu te dis que si tout le monde se dit innovant, de quelle innovation ils peuvent parler? Prenons Kodak. Alors Kodak est un exemple très grand du dilemme de l'innovation ou du dilemme de l'innovateur. Est-ce que le dilemme de l'innovateur, ça parle aux gens? Non, ça ne vous parle pas? Ok. Le dilemme de l'innovateur, c'est est-ce que vous êtes capable d'innover au point de supprimer votre entreprise? De créer un produit qui puisse supprimer votre propre entreprise. C'est ça, le dilemme de l'innovateur. Parce que ce qui s'est passé avec Kodak, c'est que Kodak a créé la photo numérique, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec Instagram et avec le téléphone, fin des années 70. Sauf que leur business model, c'était la photo argentique. Donc toute l'entreprise a créé les anticorps pour tuer l'innovation. Parce que ça voudrait dire abandonner un business model pour un autre. Un business model où ils sont les leaders, où ils font de l'argent, sauf que ce business model était voué à disparaître un jour ou l'autre. Donc quand toutes ces entreprises, ces 34% d'entreprises vous disent qu'elles sont pour l'innovation, la vraie question qu'elles doivent se poser, c'est est-ce qu'elles sont capables de créer le produit qui peut les tuer? Je vais prendre l'exemple de Facebook. Facebook a cette culture radicale de l'innovation. Ils se disent que oui, il faut qu'on crée le produit qui peut nous tuer, parce que sinon quelqu'un d'autre le fera. Alors, à quel point les gens peuvent-ils incarner leurs valeurs? Mais là, je vous ai pris l'exemple de l'entreprise, mais en vrai, c'est négliger un détail, c'est que les entreprises sont faites de gens. Et les contradictions qu'on peut retrouver au sein des entreprises, on les retrouve d'abord chez les gens. Je vais vous raconter plusieurs histoires. La première histoire que je vais vous raconter, c'est Netflix. Netflix veut améliorer
l'addiction des gens à ces séries, à ces programmes. Qu'est-ce qu'elle fait? Un questionnaire. Un questionnaire qu'elle diffuse à son audience et lui dit, mais que voulez-vous voir? Résultat, des films culturels. Des films, vous savez, d'arrêt d'essai coréens. Les résultats, personne ne regarde. Ça, c'est ce que les gens déclaraient. En réalité, vous voulez juste regarder Joséphine l'Ange Gardien. Sauf que l'image qu'ils avaient eux-mêmes d'eux, ça ne correspondait pas. Depuis, ils ont laissé tomber tous les questionnaires déclaratifs. Ils se sont dit, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se baser sur ce que font vraiment les gens. Qu'est-ce que regardent vraiment les gens? Pardon? Oui, bien sûr. Ouais, on est d'accord. Mais c'est comme quelqu'un me faisait rire en disant oui, en termes de rap, je préfère IAM, je sais pas quoi. Sauf que c'est Jul qui fait les meilleures ventes. Tout le monde dit oui, la télé-réalité, c'est la télé-poubelle. Sauf que c'est eux qui font les meilleures audiences. Hanouna, on comprend pas son succès. Pourtant, c'est lui qui fait le plus d'audience. Enfin bref, vous avez toujours cet écart entre le déclaratif et le démonstratif. Et c'est encore plus vicieux que ça. Il y a eu, dans les années 80, un sondage qui a été fait auprès de personnes, lambda, et on leur a demandé à quel niveau ils situaient, je vais reformuler, ils situaient leur niveau en termes de conduite, à quel niveau par rapport à la moyenne. 80% répondaient qu'ils étaient au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que 30% surestimaient leur niveau. Forcément. Donc, tout ça pour vous dire que c'est très très difficile de s'évaluer soi-même parce qu'en vrai, on est dans le syndrome du poisson. C'est quoi le syndrome du poisson? En fait, je peux vous le résumer autour d'une mini-blague. C'est l'histoire d'un vieux poisson sage qui croise deux poissons jeunes. Et le poisson sage, quand il croise les deux poissons jeunes, il leur dit « Elle est bonne, hein ?» Et les deux poissons jeunes font « Ah oui, oui, oui ». Puis ils continuent leur chemin et vous voyez les deux poissons jeunes qui font « Mais ils parlaient de quoi ?» Parce que tout simplement, quand tu es né dans l'eau, tu ne la vois plus. Et c'est ça, avec la culture. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la culture dans laquelle vous baignez avant de plonger dans une autre culture. Par exemple, la culture anglaise, allez en Angleterre, vous voyez toutes les différences culturelles. Déjà, quand vous traversez la route, je vous conseille de changer l'ordre. Il faut regarder à droite puis à gauche. Ouais, je vais me faire renverser, donc c'est un conseil que je vous donne. Mais même, au-delà de ça, vous avez aussi la police d'écriture, pardon. La police d'écriture, les couleurs qui changent, tout qui change. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes en perte de repère. Mais pour les gens qui sont nés dedans, c'est invisible. Et c'est aussi le cas pour les entreprises. Et du coup, on a un problème. Parce que si la culture est invisible, ce sera très difficile de mettre des mots sur l'invisible. Je veux dire, ça demande un effort qui peut être assez important. Mais je vous rassure, en vrai, même si la culture est invisible, elle laisse ses empreintes partout. Ça me permet d'introduire cette deuxième histoire. L'histoire du stagiaire. Alors, on est, il me semble, en 2003. Il y a un stagiaire qui est au sein d'une grande société d'édition. Et ce stagiaire-là, il fait la connerie d'héberger sur son ordi tout le réseau interne de la boîte. Résultat, ouais, bien sûr, le système tombe. Résultat, 3 heures où personne ne peut rien faire. Des milliers d'euros de perdus. Sauf que ce stagiaire-là, vous savez ce qui lui est arrivé? Il n'a pas été puni. Il n'a pas été réprimandé. Il a été promu. Parce que cette société d'édition dont je vous parlais, c'est Facebook. Et vous savez, ils avaient une valeur qui était Move Fast, Break Things. Cette valeur a échangé depuis, mais
ils ne pouvaient pas, parce que je le précise, les startups changent, c'est plus des startups d'ailleurs, ils ne pouvaient pas dire on veut ça, et de l'autre côté punir quelqu'un d'avoir respecté la culture. Parce que quand vous dites move fast, break things, ça veut dire que la vitesse est plus importante que la solidité ou la sécurité. Et si quelqu'un respecte les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la récompenser. Il ne faut pas la punir. Si vous voulez aujourd'hui avoir les traces tangibles d'une culture au sein d'une entreprise, regardez son système de récompense et son système de punition. Regardez qu'est-ce qui est promu, ou les gens qui sont promus, pourquoi, et les gens qui sont punis et virés, pourquoi. Aussi simple que ça. Et pareil, de manière générale, si une entreprise comme EDF, qui se dit innovante, quelqu'un tente quelque chose, enfin, moi ça ne me rassurerait pas que EDF tente des choses, vu les centrales nucléaires, mais admettons, ils veulent faire de l'innovation, et que tu es puni, du coup tu ne peux pas faire de l'innovation sans faire de conneries. C'est pas possible. Ça fait partie du process de l'innovation, de pouvoir faire des erreurs avant de trouver la bonne solution. Donc si vous voulez aujourd'hui trouver les traces et sans tricher, regardez qui est promu, pourquoi il est promu, pour quel comportement il est promu. Pourquoi? Parce qu'au final, s'il y a un système de récompense, ça veut dire qu'on va valoriser des comportements. Et valoriser des comportements, c'est mettre de la valeur. Et mettre de la valeur, vous avez les valeurs. Et ça me permet également d'introduire une autre idée sur le système de récompense et de punition. C'est que il y a souvent des conflits dans les entreprises entre des corps de métier. On va prendre une société d'édition, elle peut être vous pouvez avoir le commercial en conflit avec les devs, avec le produit. Vous voulez mesurer la culture d'une boîte, regardez qui gagne ces conflits. Si vous êtes une société d'édition et que c'est les commerciaux qui gagnent ce genre de conflit, vous êtes une SS2I. Si vous êtes une vraie société d'édition et que c'est les gens au produit qui gagnent ce type de conflit, vous êtes une vraie société d'édition. Donc, vous voyez bien qui est récompensé, qui est puni. Parce que le fait de récompenser, il va se passer quoi? Vous allez faire entrer les gens dans des cercles vertueux où les comportements vont se répéter. Ils vont se répéter, ils vont se répéter, ils vont se répéter. Et au final, la boîte devient ce que les gens font à répétition. Et, chose très importante, une culture est là pour soutenir le business. La culture n'est pas décorrélée du business. C'est pas quelque chose. Une bonne culture, une culture qui permet à une société d'être pérenne. Donc, elle est là pour promouvoir les comportements qui lui permettent d'être pérenne à long terme ou à court terme. Ça, c'est un choix qui peut être fait, qui peut être dans le fait de programmer la culture. Mais également, il ne faut pas penser qu'une culture, c'est quelque chose de c'est beau, c'est pour les RH. Non. La culture est là pour produire du chiffre d'affaires, pour permettre aux gens de pouvoir bosser ensemble. Il ne faut pas oublier cette idée. Et donc, elle va écarter aussi les comportements nocifs pour la société. Et au final, du coup, s'il fallait vraiment donner une définition, parce que la culture, je sais que vous en trouvez des milliards de définitions, moi je la résume à ça. C'est 1000 choses faites 1000 fois. C'est ça la culture. Et du coup, vous pouvez vous dire que vous êtes une société qui valorise le collectif, mais si vous payez les gens au bonus individuel, il y a un problème. Donc, veillez vraiment à avoir un alignement entre ce que vous voulez voir comme action parmi les gens et quel comportement vous voulez répéter. Parce qu'une fois que vous le répétez, vous créez une habitude. Une fois que vous créez une habitude, vous créez une excellence. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir mesurer qui gagne les conflits. Ça va vous permettre aussi de mesurer est-ce que l'écrit a une valeur supérieure à l'oral? Est-ce que le statut a une valeur supérieure à l'idée?
Un exemple très concret, est-ce qu'on va valoriser un stagiaire qui a une idée, une bonne idée, ou est-ce qu'on va valoriser plutôt la parole d'un DRH même s'il dit de la merde? Un DRH ou un PDG. Donc est-ce que le statut est plus important que l'idée ou l'inverse? Donc essayez de voir qui est récompensé, pourquoi il est récompensé, qui est puni, pourquoi il est puni, et puis voir qui gagne les conflits au sein d'une société. Parce que ce sont les traces que laisse la culture partout dans une entreprise. Maintenant, je vais introduire une troisième histoire. C'est l'histoire de Tom Burst et George Stalker. Ce sont deux chercheurs. Nous sommes dans les années 60. Ils vont écrire un livre qui s'appelle Management of Innovation. Et dans l'un de ces paragraphes, ça va être l'un des fondements de la culture moderne. Pourquoi? Parce qu'ils font une observation qui est très simple. Ils rendent visite à deux entreprises dans le même secteur. Deux entreprises qui sont florissantes, qui recrutent les mêmes personnes. Sauf que elles ne fonctionnent pas de la même manière. Pourtant, ça marche. Les deux fonctionnent. Et là, il y a un problème. Parce que là, aujourd'hui, vous dites, oui, mais c'est normal qu'on ait deux sociétés qui peuvent faire les mêmes choses et qui peuvent fonctionner et qui aient des méthodes différentes. Sauf que, il faut se remettre dans le contexte. Jusqu'à présent, on ne connaissait que le taylorisme et le one best way. Il n'y a qu'une seule bonne manière de faire. Sauf que les années 60, avec cette observation de Burns et Stalker, on découvre qu'il y a plusieurs manières de bien faire. Et ça va induire quelque chose, c'est que désormais, tu peux avoir l'exemple où tu rachètes une autre société, et c'est l'histoire d'un CEO plutôt, c'est l'histoire d'un CEO qui rachète une autre société. Il dit, vois-tu, j'ai un souci, quand je veux cette pièce A ou un vice, j'en sais rien, l'entreprise A va faire le benchmark de tous les fournisseurs, va trouver le plus compétitif, et puis va faire fabriquer la pièce. L'entreprise B va mettre en place tout un dispositif industriel pour pouvoir fabriquer elle-même la pièce. Les deux manières sont bonnes. Hein. Faire ou faire soi-même, elles sont bonnes. Elles aboutissent au même résultat, mais le processus est différent. Ça montre quoi comme implication de manière très concrète en termes de culturel? C'est que jusqu'à présent, on pensait que c'était l'infrastructure, c'est-à-dire la manière dont vous produisez, qui influençait la culture. Or, ce n'est pas le cas. C'est ce que j'appelle, moi, la superstructure culturelle. Alors, j'ai mis un mot à plusieurs syllabes, parce que ça me faisait l'air intelligent. Mais tout ce que ça veut dire que la culture vient des gens. Elle ne vient pas du système. Les gens produisent la culture, pas le système. D'ailleurs, le système est produit par les gens. Et la première personne qui va produire la culture, c'est le fondateur. Ou, dans une société, son fondateur, ça va être le comité dirigeant. C'est lui qui va être, notamment à l'origine des recrutements, c'est lui qui va être à l'origine du premier système de récompense et de punition. Donc le fondateur est le cœur culturel d'une société. Et quoi que vous fassiez, vous faites ce que veut le fondateur. Parce que vous allez me dire, non, mais moi je suis quelqu'un qui ne fait pas ce que veut. Bah, tu étais viré en fait. Aussi simple que ça, c'est parce que c'est pas ta boîte. C'est pas ta boîte. Donc au final, tu vas toujours essayer de faire ce que veut le fondateur. Et parfois, tu le vois, c'est pas dans son intérêt, mais quoi qu'il arrive, donc du coup, tu vas essayer de l'influencer. Ça marche jamais parce qu'un CEO ou un dirigeant n'écoute jamais son équipe, il écoute toujours des consultants externes. Je suis bien placé pour le dire, je suis consultant externe. Le truc que je comprends pas. Moi, je suis payé pour répéter ce que les gens disent en interne. Pour le coup. Et du coup, si vraiment vous voulez découvrir le cœur culturel d'une société, regardez ce que veut faire le fondateur. Où est-ce qu'il veut placer son énergie? Parce que l'intensité culturelle est très très forte au niveau du fondateur, sauf que plus il y a des cercles, notamment hiérarchiques, plus la culture va se diluer. Et c'est pour ça que les gens qui veulent mettre en place du télétravail dans des sociétés où la distance hiérarchique est énorme, c'est extrêmement dur
de maintenir une homogénéité culturelle. La plupart des sociétés qui mettent en place le télétravail, la distance entre, enfin la ligne hiérarchique, enfin n'importe qui, peut contacter le CIO. Donc il a un contact direct avec le CIO. Pourquoi je vous parle d'intensité culturelle? Parce qu'on parle de culture d'entreprise, mais on croit qu'il n'y a que la culture d'entreprise. Mais non, la culture d'entreprise est en conflit avec la culture nationale, la culture métier, et la culture personnelle. Vous allez en Afrique, la culture orale est plus importante que la culture écrite. Donc s'il faut écrire tout, c'est beaucoup plus difficile. En Chine, il n'y a pas de mot pour dire oui ou non. C'est toujours des oui peut-être ou des non peut-être. Ça c'est pour vous dire, si vous voulez avoir une culture du consensus, c'est un peu plus difficile. Enfin, une culture radicale, pardon, c'est un peu plus difficile. Ouais, non, mais là pour le coup, c'est la langue qui est comme ça. Parce que c'est comme les mots que vous ne pouvez pas retraduire exactement en français. Donc vous avez juste des équivalents. Autre chose, vous avez la culture métier. Vous avez déjà essayé de mettre un comptable dirigeant d'un hôpital? Ce ne serait pas forcément la priorité. Et c'est normal. C'est normal. La culture commerciale, il y a une culture commerciale, elle peut rentrer en conflit avec la culture de la société. Et la culture dev peut rentrer aussi en opposition avec la culture de la société. Et puis aussi, vous avez la culture personnelle, parce que chacun vient avec sa propre histoire, avec ses propres influences. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui veulent changer la culture, en vrai, ce qu'ils veulent mettre, c'est leur propre culture. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Tout le monde préfère nager dans son propre bocal. Et au final, il y a aussi une dernière culture dont je ne vous ai pas parlé, c'est la culture d'équipe. Parce qu'on parle de culture d'entreprise, mais en réalité, la culture la plus forte dans une société, c'est la culture d'équipe. Et ce sont les 5 personnes avec qui vous parlez le plus. C'est ça qui va faire le socle, en réalité, de votre culture personnelle au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec des cultures d'équipe totalement différentes de la culture de la société, à tel point que si l'un d'entre eux part, tout le monde part. Donc, tout l'intérêt est de veiller à ce qu'il y ait une certaine homogénéité culturelle à tous les niveaux. Et en l'occurrence, de veiller à ce que la culture, que le poumon, ou plutôt le cœur culturel, qui est le fondateur, soit extrêmement bien explicité. Que sa culture soit bien explicitée. Oh oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que... Non, elle se dit pas. Ah ouais, mais c'est pour ça que ce que je dis, c'est que la culture est beaucoup plus forte dans les petites sociétés que dans les grandes. Mais en fait, l'objectif de la plupart des petites boîtes, je peux pas dire toutes, c'est de grandir. C'est de devenir une grande boîte, en fait. Oh oui. Ouais, non, mais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la vocation de toutes les boîtes, c'est de devenir une worldwide company. C'est ça que je veux dire. Après, il y en a qui sont solo-entrepreneurs et qui veulent juste rester indépendants. Mais généralement, il y a une sorte d'effet de croissance où tu vas en plus, parce que... Mais ça, c'est un effet encore plus pervers. J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, ça va. Sinon, on va faire une autre claque dans la claque. Du coup, de manière très concrète, comment ça va s'exprimer la culture? La culture, ça va être un cap, une barque, une barque et des rames. Autrement dit, c'est un pourquoi, un quoi et un comment. Le pourquoi, ça va être la mission. Le quoi, ça va être le manifeste. Le comment, ça va être le commandement. Et un manifeste, c'est ce en quoi tu crois en tant que société. C'est-à-dire que c'est pas forcément des choses prouvées, c'est des choses que tu éprouves. J'aurai l'occasion d'y venir plus en détail. Alors, on passe par la mission. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur pourquoi commencer par la mission. Il y a une vidéo de Simon Sinek qui explique ça très bien, Start with the Why. Donc, allez jeter un œil dessus, tapez Start with Why, vous la trouverez.
Par contre, là où moi je vais intervenir, c'est que je vais vous aider à formuler de manière hyper simple le pourquoi. Parce que moi, à chaque fois qu'on me dit pourquoi, je dis parce que. Je n'arrive pas à trouver autre chose à dire que parce que. Et en vrai, si vous voulez trouver une mission, la mission, c'est une situation idéale. Et c'est le problème que vous voulez résoudre. On va prendre la mission de Google. La situation idéale à laquelle va arriver Google, c'est au fait qu'il y ait une information qui soit organisée à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. C'est son problème aussi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'information n'est pas organisée à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Vous avez compris? On va prendre un autre exemple. Indeed. We help people get job. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, être candidat, c'est chaud. Pourquoi? Parce que tu dois t'inscrire sur je ne sais pas combien de sites de job board, tu n'as rien pour centraliser, tu n'as rien pour te faciliter la vie. Donc, c'est un problème. Et eux, quand tu renverses en fait, ce problème en mission, bah, ça donne, nous aidons les gens à trouver des jobs. Ou avoir des jobs plutôt. Hein? Après c'est un business. Hein. Mais tout ça pour dire que si vous voulez trouver la mission, partez de la situation idéale. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un truc qui soit dans un siècle. Exemple, Uber, c'est quoi la situation idéale? Enfin, Uber, c'est un mauvais exemple parce qu'il change tout le temps. Mais on va prendre on va prendre une banque de manière générale. C'est quoi la situation idéale d'une banque, hormis se faire du fric tout le temps sur notre argent. Le problème qu'elle essaie de résoudre, c'est que normalement, gérer son argent ne devrait pas être un problème. C'est ça, de manière générale. Du coup, rendre la banque simple. Tu vois, là j'ai un slogan. Donc si c'est ici la caméra. Donc je prends des royalties dessus. Mais c'est ça en fait. Tu prends juste le problème qu'elle résout, tu le retournes en situation idéale, et tu as un slogan, et tu as une mission. Et tu verras, la plupart des sociétés qui ont des missions, bon, c'est ça, c'est un problème qui a été retourné. Apple Think Different, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si ça peut fonctionner, mais ça veut dire aussi qu'ils veulent apporter un regard neuf, notamment dans l'écosystème informatique. Sauf qu'en vrai, ah, tu restes bien, ok. Mais elle agit à Apple, c'est quoi? C'est une commande vocale? Tu dis Apple et hop, elle fait des bières? Une bière pomme, pour le coup. Mais en vrai, non, la mission d'Apple, c'est quoi? C'est rendre l'informatique accessible à tous. Parce qu'on est passé d'un monde où l'informatique n'était pas disponible au simple clic, où il fallait rentrer des commandes, à la souris. Bon, vous n'avez pas forcément connu ça. Moi, j'ai connu ça. Bon, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que leur rôle, c'était de rendre les choses simples, notamment à l'origine. Ensuite, le manifeste, comme je l'ai dit, le manifeste, c'est pas forcément quelque chose de prouvé, c'est quelque chose que vous éprouvez. Pourquoi? Parce que votre objectif, c'est de susciter suffisamment de passion auprès des gens pour qu'ils puissent s'impliquer énormément. Et généralement, les croyances sont des secrets. Sauf que c'est pas le secret que vous gardez pour vous. Le secret, c'est que même si vous le dites à n'importe qui, personne ne pourrait vous croire. C'est ça un secret. C'est-à-dire que le secret de Google à un moment donné, c'était de se dire que d'ici 3 ans, d'ici 3 ans, il y aurait, faut se remettre dans le contexte, en 98, il y a 20 000 sites internet. Eux, leur pari, c'est que d'ici 3 ans, il y aura 1 million de sites internet. Et du coup, que tu as besoin d'un moteur de recherche. Parce que tu n'as pas besoin d'un moteur de recherche avec 20 000 sites internet. Yahoo faisait très bien l'affaire. Alta Vista faisait très bien l'affaire. Pour ceux qui ont connu cette période. Pour le coup. Que j'ai connu aussi du coup. Par contre, eux, leur pari, leur secret, leur conviction, c'était de se dire Internet va devenir mainstream et il y aura de plus en plus d'informations. Et d'ailleurs, pour vous donner une indication, tous les 13 mois, il y a autant d'informations qui est produite que les 17 000 années précédentes. Pour le coup. Enfin, pas information, connaissance. Comment on mesure ça? En fait, la connaissance, là j'extrapole, mais une connaissance, c'est un problème résolu. Voilà. Moi, vous le saurez. Je ne sais pas si ça va vous aider dans votre vie. Mais un jour, si vous êtes en train de râper des concombres, vous pourrez, tiens, c'est vrai, une connaissance, c'est ça.
Donc du coup, je vais prendre un exemple très concret parce que ça a été un travail qui a été fait à l'école du recrutement, qui avait été fait aussi par Nicolas, et qui a... alors pour ceux qui ne connaissent pas l'école du recrutement, l'un des manifestes, l'un des idées du manifeste, c'est de croire en l'éducation et au pouvoir de l'éducation. Et c'est de se dire en fait que déjà une seule phrase d'un stagiaire peut valoir autant que le discours d'un DRH. C'est-à-dire que l'intelligence n'a pas de statut. L'idée n'a pas de statut. Ça, c'est ce que vous pouvez voir notamment dans les événements trous, si vous avez eu l'occasion d'y aller. Il n'y a pas de badge, donc vous ne savez pas qui est qui. Mais tout ce qui va être valorisé, c'est ce qui est dit, pas qui tu es. Ensuite, nous ne choisissons jamais le tiède. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, on prendra toujours un chemin, on ne doutera jamais de ce chemin et on ira à fond. Même si on peut se planter, pour le coup. Voilà, et du coup, voilà. Non, et la troisième croyance, c'est transmettre, veut dire parler simplement et donc radicalement dans l'objectif d'apporter quelque chose. Ça rejoint la deuxième qui est qu'on veut permettre aux gens de faire un choix. Ils ne peuvent pas, avec l'école du recrutement, dire « Oh, je ne sais pas quoi penser d'eux ». C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et c'est pour ça que la mission, c'est « Le recrutement mérite son école ». Pardon? Tu dis beaucoup rien, toi. Donc, que le recrutement mérite son école. Après, il y a eu des messages qui ont été plus radicaux, de dire que le recrutement n'est pas RH, que RH et recruteur n'est pas le même métier, etc., etc. On passe... Ouais. Oui. Ouais. Il y a aussi une autre croyance qui est sur l'éducation, c'est que l'éducation produit l'enthousiasme produit la performance crée encore une boucle positive qui recrée de l'éducation et ça crée en fait une boucle de rétroaction. Je vous invite à aller sur le site, sur Nous, sur l'onglet Nous, pour avoir accès à la culture de l'école du recrutement, si vous voulez vous en inspirer, trouver les choses à piquer. Enfin, on passe au commandement. Et là, je passe à la dernière histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une révolution, et laissez-moi vous raconter l'histoire de la seule révolution d'esclaves qui a fonctionné. Parce que des révolutions d'esclaves, il y en a eu. Vous connaissez celle, notamment, c'est pas une révolution, enfin c'est une révolte d'esclaves, celle de Spartacus. Par contre, une qui est très très peu documentée, où on nous enseigne très très peu, c'est celle de Toussaint Louverture à Haïti. Et ça a été la seule révolution d'esclaves qui a fonctionné. Ça a été la seule qui, à un moment donné, a réussi à s'imposer comme État auprès des États-Unis. C'est-à-dire qu'elle avait de vraies relations commerciales avec les États-Unis. Alors, cet État a duré 13 ans, mais il a duré 13 ans, pour le coup. Et l'une des choses qu'a fait Toussaint Louverture, ça a été de reprogrammer la culture d'esclaves. Parce qu'il faut se remettre dans la condition, et plutôt dans le contexte. C'est-à-dire qu'à cette période, quand vous étiez esclave, vous n'aviez aucune perspective du long terme. Pourquoi? Vous naissez, on vous enlève à votre famille. Donc on vous place au milieu de gens que vous ne connaissez pas. On récompense la délation. Donc il ne peut pas avoir du long terme sans confiance. Vous ne pouvez pas créer un climat de confiance sans long terme. Et pour reprogrammer, parce que la plupart étaient des anciens esclaves, pour reprogrammer cette culture d'esclaves et la transformer en culture de loyauté, que va faire Toussaint Louverture? Il va édicter un commandement simple, résumé à une phrase, à laquelle il va imposer tous ses officiers de respecter. Ce commandement, c'est « Soyez fidèles à votre femme ». C'est con, mais c'est hyper concret. Parce qu'à l'époque, quand tu es allé piller les villages, tu allais de village en village, tu allais les piller, le viol faisait aussi partie d'une âme de guerre. Sauf que quand tu imposes à tes officiers d'être loyal, tu fais penser au long terme. Tu crées un vrai lien de confiance. Et du coup, c'est comme ça que tu peux enseigner la confiance. Et c'est très important. Pourquoi je vous en parle? Parce que, je ne sais pas si je le dis juste avant ou je vous dis une autre histoire. Oui. Parce que beaucoup des entreprises s'arrêtent à des mots, ce que j'appelle moi des mots ou des concepts zombies. C'est quoi un concept zombie? C'est un concept qui se nourrit plus de votre cerveau que vous vous nourrissez du concept. C'est genre le mot innovation. Qu'est-ce que ça veut dire innovation?
Respect, ça veut dire quoi, respect? Ce sont juste des mots du dictionnaire. Et pourtant, la plupart vont vous donner une listing de mots et vous allez devoir choisir. Et pourtant, j'ai pas dit... Ah, ouais, mais j'ai pas dit pomme. Ok, bière zombie. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que au lieu d'essayer, dans notre culture, d'essayer de faire des mots, on m'entend bien? On me capte? J'ai l'impression d'être chez Itinéris. Blague de vieux. Et du coup, n'essayez pas dans votre culture de faire ce qu'on appelle juste de trouver une liste à l'après-vert de mots, comme pouvait le faire Enron avec c'est une grande bière du coup. C'est une très très grande bière. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. L'abus d'alcool, bien sûr, comme vous pouvez le savoir, nuit gravement à la claque. Et du coup, oui, n'essayez pas de tomber dans ces listings de mots, listes à la Prévert comme Enron, qui au final finissent par ne rien incarner. Essayez de choisir des phrases, des commandements qui sont extrêmement explicites et qui peuvent se résumer en une phrase. Exemple, les Spartiates, ils avaient un commandement qui était notamment inculqué par la mère des soldats, c'est « ne reviens pas sans ton bouclier ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu lâchais ton bouclier pendant une bataille, c'est que c'était juste pour t'enfuir. Parce que c'est beaucoup plus pratique de courir sans bouclier. Parce que c'est assez lourd. Donc, dire « ne lâche pas ton bouclier », c'est juste « fais preuve de courage ». Mais on ne va pas lui dire courage, on ne va pas lui dire on va pas lui utiliser un mot qui est abstrait. On va lui donner quelque chose d'hyper concret, une phrase hyper concrète. Je reprends l'exemple de Facebook, mais c'est exactement move fast, break things. Va vite, casse des choses. Priorité à la vitesse, pas à la solidité. On a dans le même registre, done is better than perfect. C'est-à-dire que l'exécution est meilleure que l'idée. Il vaut mieux un imparfait fait qu'un non fait parfait. Pour le coup. Ou sinon l'action est remède. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au final, la valeur, c'est ce qui va rester de la réflexion. Il faut que vous fassiez réfléchir les gens sur vos valeurs, mais pas réfléchir en termes de jeu, oui j'ai compris, ça veut dire courage, non. Parce que si vous dites, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire en disant, il ne faut pas que je lâche mon bouclier, ben vous allez vous en souvenir. Je vais vous prendre un exemple très concret. Amazon, pendant très longtemps, ils avaient comme bureau des portes. En fait, c'est deux tréteaux avec une porte qui était posée dessus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Jeff Bezos, qui était le CEO, s'est aperçu que les tables coûtaient moins cher que les bureaux. Il aurait pu dire, nous sommes Amazon, nous avons une culture de broker où chaque centime est un centime, ou sinon, vous dites, vous racontez cette histoire. Vous imaginez chaque nouvelle recrue qui arrive, dit mais pourquoi on travaille sur des tables? Forcément, ça fait une transmission d'histoire. Donc une transmission de valeur. Et forcément, si vous faites poser les questions aux gens, bah, c'est le meilleur moyen qu'ils peuvent avoir de s'approprier la culture. Ah, mais vas-y. Attends, on va s'excuser. Perturbé. Donc, voilà, ça c'est. Et puis dernier point très important, une vraie valeur est réversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas dire que la valeur de votre société est la bienveillance. Tu connais une boîte qui va dire non, moi je suis plutôt malveillant. Non, forcément, si vous choisissez une valeur, vous allez choisir une valeur qui fait que les gens peuvent dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. Ça je suis pour, ça je suis contre. Et j'avais pris l'exemple précédent de l'innovation. Personne ne va dire, bah, vous savez, moi, l'innovation, c'est pas trop ça. Et après, j'ai découvert que j'avais tort, en fait. Selon vous, ah oui, c'est éteint. Ah, voilà. C'est quoi la réversibilité de la valeur de l'innovation? Non. Non. Parce que ça, c'est négatif. Prenez quelque chose qui soit aussi positif que l'innovation. Ah bah, du coup, ok, va encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut conserver?
qu'est-ce qu'on peut préserver. Mais en fait, je vais utiliser un verbe et je pense que ça va te mettre enfin, un nom, ça va te mettre sur la voie. Un conservateur. Il y a la transition, mais même un conservateur, c'est quoi comme métier? Oui, mais de quoi? Et est-ce qu'il garde une machine à bière? L'art, c'est quoi l'art? N'importe quel art? La culture, oui. Ce qui reste, oui. Mais c'est un mot composé. Généralement, ils gardent quoi? Exactement. C'est le chef-d'œuvre. Comment? Non, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ceux-là. C'est ceux qui sont interdits par... ceux-là, ils sont promus par l'Union européenne, t'inquiète. Non, là, c'est les chefs-d'œuvre. Parce que forcément, si tu as une pédagogie du chef-d'œuvre, bah, tu vas faire quelque chose qui doit être durable sur 100 ans. Et tu vas pas faire de l'innovation. Imagine le Colisée amélioré chaque année. Bah, c'est le Stade de France, en fait. Et du coup, bah ouais, ça devient un stade comme n'importe lequel. Du coup, la vraie question que tu dois te poser, c'est pour ça que je m'abuse, je dis, mais du coup, tu préfères un chef-d'œuvre? Enfin, gens qui me disent, les chefs people, non, chef of innovation, je sais pas quoi. Tu préfères un chef-d'œuvre ou tu préfères l'innovation? Parce que là, tu as un choix. Là, tu dois faire un choix. Tu ne peux pas dire, ouais, je veux le chef-d'œuvre et dans l'innovation. Oui. Mais en fait, quand tu construisais quelque chose à l'époque, tu le construisais pour que ça soit durable. C'est un exemple? Bah, en fait, il a amélioré sans cesse. Les premières voitures sont un vestige. Mais en vrai, aujourd'hui, si tu veux faire dans le chef-d'œuvre, tu vois ça plus dans l'éducation. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Lydie. Alors l'effet Lydie, de manière très simple, c'est un truc hyper contre-intuitif qui dit que plus quelque chose est vieux, plus son espérance de vie est grande. Parce qu'on pourrait croire que plus quelque chose a vécu, plus il a de chances de mourir. Non, l'effet Lydie dit l'inverse. Il dit quelque chose qui a 2000 ans a 2000 ans d'espérance de vie. On va prendre un exemple très concret. Théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore, il a 2000 ans. Il y a de grandes chances que dans 2000 ans, il existe encore. Le hipster, il a 3 ans. Il y a très de grandes chances que d'ici 3 ans, on n'en parle plus. Ou bien, s'il continue, bah, ça veut dire que c'est un phénomène, c'est du chef-d'œuvre. Après, on n'a pas la même définition de chef-d'œuvre. Mais ça, ce que je veux dire par là, c'est que quelque chose qui est né en termes d'innovation, c'est son espérance de vie est égale à la vie qu'il a déjà vécue, dans le monde des idées et du savoir. Et c'est pareil, tu le vois plus dans le domaine immatériel, et après aussi culturel, parce que la culture de l'époque, qui était beaucoup imprégnée sur l'idée d'éternité, de vie éternelle, parce qu'on parlait où il y avait une prégnance de la religion, faisait qu'on faisait des choses pour qu'elles soient durables jusqu'à l'apocalypse. Mais ça, c'est un autre sujet. Conclusion? Je vous ai raconté aujourd'hui 4 histoires. Je vous ai raconté l'histoire d'une entreprise florissante qui, pouvait avoir été victime de sa contre-culture. Ou sinon, qui a pu avoir un décalage entre ce qu'elle déclarait et ce qui se passait vraiment dans la société. Je vous ai raconté l'histoire d'un stagiaire qui a été promu parce qu'il a fait une connerie. Parce que quoi? Qu'est-ce que ça cachait, derrière? C'est que la culture, c'est un système de récompense et de punition. C'est qu'est-ce que vous récompensez comme comportement, et qu'est-ce que vous bannissez comme comportement. Je vous ai raconté une 3e histoire, qui était celle de Burns et Stalker. Pour vous dire tout simplement que vous pouvez avoir des cultures différentes, qui soient performantes et qui donnent le même résultat. Et que ces cultures différentes, elles sont liées aux gens qui composent l'entreprise et dont l'un des cœurs culturels est le CEO, ou le fondateur, ou les dirigeants. Et enfin, j'ai terminé par l'histoire d'une révolution, la seule révolution de celle qui a fonctionné, pour vous montrer que, en réalité, si vous voulez parler de valeur, de qu'est-ce que vous valorisez, n'essayez pas de choisir des mots zombies, prenez des phrases qui soient hyper concrètes pour que les gens puissent se les approprier et réfléchir et incarner vraiment ces valeurs. Voilà, c'était la claque sur la culture. Merci.
Je sais pas si vous avez des questions. Pas de questions. Non, généralement, quand il n'y a pas de questions, c'est que j'ai fait mon travail. Hein. Moi, c'est mon défi, c'est de pas avoir de questions. Parce que si j'ai pas de questions, c'est que j'ai été hyper clair. Ou hyper chiant aussi, c'est vrai. Là, après, du coup, la question, c'est quand c'est fini, quoi. Tu veux dire quelque chose, Derek? Oui, je t'en prie. Oui, c'est juste, j'ai peut-être pas suivi, mais à un moment, quand tu disais la phrase avec les rames, la mission, du coup, c'était pourquoi la mission, quoi le manifeste et le comment, du coup, j'ai pas saisi c'était quoi le comment. C'est le commandement. En vrai, ça fait le cap, c'est la mission, la barque, c'est le quoi, et puis les rames, c'est les commandements. Parce que c'est ce que tu vas répéter tous les jours, en fait. C'est les mouvements de rames que tu vas répéter tous les jours. Moi, je voulais juste, si tu peux revenir sur ce que tu as dit là vers la fin, que je sais plus le côté réversible en fait de ta culture, parce que du coup, effectivement, tu parlais de termes en fait qui peuvent facilement être réversibles, l'innovation ou la bienveillance, mais quand tu es sur, comme tu disais, idéalement des commandements, enfin, du coup, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais des commandements qui sont du coup des phrases et vraiment des expressions au final de la réflexion que tu as eue, tu vas forcément avoir du mal à le réverser. Pas forcément mon terme. T'as un exemple? Parce que, ouais. Ah, je vois. Tu vois, par exemple, en fait, ce que je veux dire, ok, je vois très bien ce que tu veux dire, par exemple, parce que j'ai pris des exemples, notamment liés à des révolutions. Donc, j'ai pris ces exemples pour vraiment vous illustrer le fait de tout mettre sur une phrase. Mais comme on n'est pas dans une révolution guerrière, en l'occurrence, non, la valeur peut être réversible dans un contexte d'entreprise. Pourquoi? L'objectif, c'est de créer un camp des gentils et un camp des méchants. Le camp des gentils, c'est les gens qui sont dans la boîte, ou tes clients, ce genre de choses. Et les autres, c'est les concurrents, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment créer une communauté, donc une culture commune, et pour que les gens soient le plus, j'allais dire, intégrés à cette culture-là. Après, en l'occurrence, pourquoi cette culture du courage peut fonctionner sur Spartiate? Parce que l'ennemi, c'est Athènes, pour le coup. Ah, non mais t'as raison, en fait quand on est gentil on aura cette vision là, mais t'as totalement raison, c'est juste que comme on le disait, après c'est ma culture personnelle qui est assez radicale, c'est à dire que je vais toujours pousser sur un seul versant, même si je suis conscient que tu peux avoir une culture du chef-d'œuvre, d'une pédagogie du chef-d'œuvre, mais moi si je veux être dans l'innovation, je serai dans l'innovation à fond. Par exemple, il y a une culture, l'une des valeurs de l'école du recrutement, c'est dis les choses. Donc ça veut dire pas de culture du secret. Dis les choses, même mal. C'est-à-dire que même si il faut que tu cries, même s'il faut que tu gueules, on préfère que tu le dises que ça reste secret. On préfère que tu le dises devant tout le monde, on préfère que tu pleures s'il le faut, mais il faut que ça sorte. Et on préfère ça plutôt que de voir ça dans le confort d'une salle de réunion, ce genre de choses. Parce que tu as culture de banque suisse, par exemple, tu fais moins de scandales. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Oui. Mm. Oui. Oui. Mm. Ouais.
Ah oui, mais bien sûr. C'est de croire que, comme je disais, la culture soutient le business. Croire que la culture est à part, le business... Non, tu as raison, parce que tu changes forcément la culture d'une société quand tu fais juste la junk food. Je commence à mettre du vert dans du logo. On n'imagine pas les implications que ça peut générer. Mais tu as totalement raison de le souligner. Après, il faut juste l'incarner. J'allais vous prendre un exemple, c'est une société un cigarettier. Le gars, il vend du cancer, en fait. Mais il y a des gens qui fument, là? Ok, bah tu auras du cancer. Elle a fait là-haut, là, en plus. Ouais, je te taquine, mais il va. Du coup, non, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, Philip Morris qui dit qu'ils veulent un monde sans fumée. Oui, allez sur leur site, vous verrez, c'est écrit Smoke Free, We Design a Smoke Free World. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce que c'est un truc contre la pollution? Ouais, mais je sais pas, parce que la cigarette sans fumée, ça a pas. Enfin, qui ça dérange la fumée? Les non-fumeurs, donc ça marche pas. Ils ont fait le concept au début des années 90, ils ont pas réussi à en vendre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que, et pour appuyer ce que tu disais, il n'y a pas de frontière entre la culture et le business. Et c'est pour ça que une bonne culture soutient le business. Bah, tu vois, là, le problème, c'est que tu as une culture métier au sein d'une culture d'entreprise et c'est dangereux. En fait, pourquoi les traders en fait ont pris le pouvoir à Enron? Parce que c'est ça, en fait, c'est la culture commerciale, mais décomplexée. C'est la culture du chiffre où je suis juste là pour améliorer le CA, le chiffre d'affaires, et je me fous pas mal si les gens sont contents ou pas. Mon objectif, c'est le court terme, c'est faire du fric. Et c'est pour ça que parfois, ça crée du coup une contre-culture. Vous imaginez pas comme... parce qu'une chose que je vous ai pas dit, vous voulez mesurer une manière de mesurer la culture, c'est le nombre de personnes, parce que chaque personne va porter une culture. Si tu es dans une société où vous êtes 10, il y a 7 commerciaux, tu peux avoir une culture, j'allais dire produit, pas très longtemps. Parce que forcément, à un moment donné, tu as 7 personnes qui peuvent râler contre 3 personnes qui sont pour le produit. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est extrêmement dur. Du coup, c'est pour ça que le CEO, c'est lui qui va incarner vraiment. Je vous dis ça avec autant de sérénité que j'ai eu ce cas-là. Je suis intervenu dans les environs de Lyon, justement, dans une société d'édition où le gars voulait pas admettre qu'en fait que c'était une SS2I. Il faisait que du spécifique. Et il faisait que... Enfin, vous savez, c'est quoi la culture commerciale? La culture commerciale, c'est le client est roi. La culture produit, c'est le client est roi, mais il a toujours tort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, tu as de l'éducation, et de l'autre, bah, c'est moins de friction. Il a dit ça, on fait ça, c'est tout. Et c'est ce que je veux dire dans ton exemple, tu verras que... et une chose qui est intéressante, tu verras les gens qui partent et qui restent. Parce que ce qui est aussi intéressant dans une société, je vous ai dit que ça évolue, les gens qui sont là, les gens qui partent, ils partent parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la culture qu'ils avaient rejoint au début. Bien sûr, complètement. Moi, si j'ai quitté l'école du recrutement, j'ai pas quitté l'école du recrutement parce que j'étais mal à l'école du recrutement. Non, c'est que j'étais dans un environnement où je pouvais m'épanouir et faire tout ce que je voulais. Enfin, quand je disais tout ce que je voulais, c'est qu'à un moment donné, j'étais product owner, à un moment donné, j'étais formateur, à un moment donné, j'étais speaker. Sauf que la société devait passer à l'échelle. Et du coup, tu recrutes des spécialistes. Et moi, je voulais pas me spécialiser. Et il ne faut pas dire c'est mal ou c'est pas... Non, ça fait partie du process naturel d'une société. Et vous imaginez pas le nombre de personnes qui peuvent rester accrochées à l'idée qu'ils avaient d'une société. Et du coup, ils peuvent finir par devenir un frein pour la société, le développement de la société en tant que tel, parce qu'ils s'y reconnaissent pas. Et du coup, je dis non, mais c'était mieux avant. Bah, en fait, non, ça reviendra jamais en arrière, en fait. Il faut juste passer à autre chose. Pour le coup. Et puis, de manière générale, si vous voulez reprogrammer une culture, je ne connais pas d'autres moyens plus efficaces
que de virer des gens. Alors je sais, c'est hyper galère ça c'est un peu toxique ce que je vous dis, mais la culture, c'est, comme je l'ai dit, c'est des comportements qui sont répétés, 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 mais essayez de désapprendre aux gens ce qu'ils ont appris pendant des dizaines d'années. Et je suis bien placé pour vous en parler parce que j'ai eu une expérience au sein d'Orange, France Télécom, Orange même, à l'époque où il y a eu les suicides. Ce que vous ne savez pas sur les suicides, c'est qu'on a un changement de culture. On passe d'une culture technicien, où le technicien était valorisé. Il faut se remettre dans la situation où dans les années 70, tu priais pour avoir le téléphone, à une culture commerciale où tu dois faire du chiffre commercial. Donc tu as un déclassement interne, où tu t'aperçois que avant tu faisais un métier qui était valorisé par l'entreprise, mais qui est maintenant déconsidéré et qui est même outsourcé. Et que du coup, les rois, c'est devenu le commercial. Est-ce que c'est mal ou que c'est bien? Non. Ça veut dire que d'un côté, tu as des gens qui avaient rejoint l'entreprise pour une idée qu'ils avaient, que leur identité, c'est encore plus violent, transparaissait dans la culture d'entreprise, et que du jour où l'identité d'entreprise a changé, leur identité a changé également, mais ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Et puis, je dis pas qu'il n'y a pas eu de management pourri ou ce genre de choses. C'est que, oui, parce que forcément, bien sûr, mais c'est comme désapprendre. Tu as déjà essayé de désapprendre quelque chose? Vas-y. Pour... Ah, et de 3 mois. Ok, là, bon, c'est un très bon exemple. Mais après, et tu sais, c'est la méthode des Skinner, ça. On parlait de récompense. Il faut jamais oublier que l'être humain est un animal. Et c'est comme le dressage, pour le coup. C'est quand tu donnes une récompense parce qu'il y a eu un bon comportement. Oui, non, Pavlov, c'est un autre truc. C'est le conditionnement. Mais oui, ça marche, je suis d'accord. Ah oui, je suis totalement d'accord. Je ne dis surtout pas le contraire. Donc voilà. D'autres questions? Quoi? Ok. Non, en fait, il y a deux manières de le faire, les apprentissages. Soit les progressifs, soit les radicales. Et là, c'est radical. Et en vrai, le plus grand secret pour désapprendre, c'est la survie. Nous sommes conçus pour survivre. Tu n'imagines pas si je te pointe un flingue sur la gueule et je te dis tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Tu vas la désapprendre en fait. Hein. Mais j'ai pas de flingue. Donc, pour te rassurer peut-être. Et donc voilà, c'est juste que parfois quand tu as surveillé ton jeu, mais c'est dangereux aussi. Parce qu'à un moment donné, tu dis, bah, parce que ça engendre énormément de stress, hein, dans la mesure, le stress, définition de stress, c'est être en situation dans laquelle tu te sens pas en mesure de surmonter. Donc c'est ça qui crée du stress. Du coup, quand tu es dans cette alternative où bah, tu es acculé, bah, ça crée des suicides dans le cas de France Télécom. Ou sinon, et ça c'est quand tu veux être radical, et ça marche pour des gens, ça marche pour moins bien pour d'autres. Et sinon, je sais plus ce que je disais. Oui, soit sinon tu es hyper progressif. Et donc du coup, c'est une question d'éducation. Parce que forcément, quand vous allez transmettre la culture, ce que vous allez faire, c'est éduquer, notamment les nouvelles personnes qui arrivent. Et il y a un système d'éducation qui va se mettre en place. Parce qu'au final, l'un des moyens de sédimenter la culture, c'est le système d'information qui est en interne. C'est est-ce que j'ai toutes les informations pour bien me comporter au sein de la société. Chaque fois qu'on vous prenez un strike, c'est que vous ne le saviez pas. Pour le coup. Vous ne le saviez pas. Ah, mais et ça me fait rire parce que moi je travaille pas dans une boîte, donc t'as pas vu le mémo 9, je sais pas quoi. Ah, t'as pas été à la réunion. Et généralement c'est toujours ça. Pour le coup. Je sais pas si j'ai complété, je sais pas si j'ai parlé pour rien dire. Bah. Bah oui, non, mais en vrai, ça, c'est la solution facilité.
J'ai écrit un article sur le désapprentisage où je me suis aperçu qu'en fait, désapprendre des savoirs, c'est facile. Par contre, désapprendre des croyances, c'est plus dur. Parce qu'en réalité, parfois, la différence entre savoir et croyance a disparu. À force de te répéter les choses, tu finis par prendre une croyance pour un savoir. Exemple très concret. La Terre est ronde? C'est une question. Ok. Elle est écrasée au pôle, ouais. Non, ok. Non, elle est très bon. Non, mais on va faire une autre. Non, mais très bien ça. Tiens, prouve-moi que la Terre est écrasée au pôle. Ah ouais, prouve-le-moi. Ah, tu vois? Mais en vrai, tu l'as juste lu, mais tu l'as jamais vu, tu l'as jamais et tu l'as jamais expérimenté. Et tu vois, mais prouve-moi que la Terre n'est pas plate. Là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que tu ferais pour me prouver que la Terre n'est pas plate? Tu t'en souviens pas. Mais vous voyez l'idée? Parfois, on t'a dit que la Terre n'est pas plate, mais t'as jamais su le prouver. Si tu sais pas le prouver par toi-même, c'est pas un savoir, c'est une croyance. Pardon? Ah oui, c'est par définition, oui. Mais c'est aussi que le savoir est hyper liquide. Par exemple, moi, si tu me demandes de prouver que la Terre n'est pas plate, je me mets sur la tour la plus haute de Lyon, je prends une longue vue. Si la Terre était plate, je verrais d'ici Lisbonne. Forcément. Pour le coup. Ou sinon, prenez l'avion. Comment? Ouais, un peu. Ouais, sauf que non, ça va. Franchement, t'as une longue vue incurvée. Ça passe. Non, mais tu verrais Montpellier, du coup. Voilà, tu verrais Montpellier. Tu verrais Dax. Tiens, j'aurais une vue directe sur ton canton. Et du coup, ouais. Et bien sûr, on sait très peu de choses. Et on fonctionne énormément ce qu'on appelle des heuristiques. Et les heuristiques, c'est les biais cognitifs. Ce sont des opérations mentales qui vous permettent de réfléchir très très vite, et c'est pour ça. Mais là, on est sur un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet, et on va pas en parler ce soir, parce que sinon, là, je fais un séminaire. Ouais. Ouais. Comment? C'est-à-dire? Ouais. En fait, là, ça va être le product owner qui te parle. C'est-à-dire que moi, sur le produit, je me suis aperçu que le roi, oui, enfin, que le client est roi, oui, mais qu'il avait toujours tort. Et voilà, et le client est roi, mais il a toujours tort. Et tu peux appliquer le même modèle sur le démonstratif déclaratif. Tu écoutes les clients, notamment admettons que là, tu écoutes n'importe quel client. L'outil parfait, c'est l'outil qui va le remplacer dans son job. Je sais pas si tu as jamais remarqué, un client, quand il veut un outil qui le remplace dans son job. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du recrutement, il veut qu'il screen les CV, qu'il aille les chercher, qu'il les qualifie, il veut tout. Donc il veut l'outil parfait, il veut l'outil qui va le remplacer, pour le coup. Et quand tu lui fais remarquer ça, il dit je suis pas très chaud au final. Et ça c'est juste pour un exemple. Deuxième chose, il faut juste regarder et il faut juste l'observer. Il faut juste l'observer parce que entre ce qu'il dit et ce dont il a vraiment besoin, parfois, je vais vous prendre un exemple très concret. Sur les outils. Parfois, ils vous diront, tu prends n'importe qui, il te dit, ouais, mais il faut cet outil pour pouvoir faire ça. Sauf que le problème, c'est pas une question d'outil, c'est une question de comment j'utilise un outil. Parce que beaucoup pensent en ce fétichisme de l'outil. Beaucoup aiment les outils, mais ils ont oublié que les outils ne les aiment pas. Tu vois, c'est comme tu mets ton t-shirt favori, mais le t-shirt ne t'a jamais dit que tu étais son propriétaire favori. Donc forcément, tu aimes le t-shirt plus que le t-shirt ne t'aime. Et c'est pareil pour plein de choses. Donc si tu veux voir vraiment pour les gens, il faut juste les observer. Donc ça, quand je dis s'observer, bien sûr, après ça dépend de ta culture de société. Ça dépend si la valeur que tu mets, c'est le produit. Ouais, mais du coup, tu as une culture commerciale. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que tu choisis en fait. Tu choisis. Si tu fais tout ce que fait le client, tout ce que demande le client, même si c'est pourri, tu as juste une culture commerciale. Et si tu fais ce dont tu as besoin le client, parce qu'il y a une grande différence entre ce que veulent les gens et ce dont ils ont besoin, parfois. C'est simple. Vous voulez voir un exemple de ça? Regardez les films.
Au début du film, vous voyez toujours un gars qui veut être seul, qui veut être tranquille. Il veut être seul. Hein. Et à la fin du film, finalement, tu te rends compte qu'il avait besoin d'amitié. Tous les films sont construits sur ce type de conflit. Je vais pas... Et c'est pareil pour les clients. Il y a ce qu'ils veulent, qu'ils pensent vouloir, et ce dont ils ont besoin. Sauf que l'accès à ce dont ils ont besoin est beaucoup plus dur. Et généralement, il faut beaucoup de conversations pour y parvenir. Et seuls les meilleurs commerciaux peuvent y parvenir. Ouais, du coup, il faut plus écouter que parler. Dans ce cas-là. C'est pour ça que je ne suis pas commercial. On a fini ? Alors, cool. Ce qu'on va faire là... Alors, merci. Panda avec un cœur. Il est interdit de ne pas parler à la claque. Je ne vais pas vous laisser... si ça vous a plu, bah, parlez-en autour de vous. Si ça vous a pas plu, parlez aux gens que vous n'aimez pas. Parce que peut-être que ça va leur plaire. On ne sait jamais. On va se faire un petit selfie. Pour le coup. Ah bah ouais. Il y a des gens là, leur femme n'est pas au courant ou leur mec n'est pas au courant qu'ils sont là. Donc il faut leur donner une preuve comme quoi ils étaient bien à la claque. Je suis pareil, la moitié ils sont en train de picoler. Donc on se fait un petit selfie et puis pour les gens qui le veulent, on se fera un loup-garou. Un loup-garou de tierce-lieu. Je sais pas si ça parle aux gens. Alors de tierce-lieu, c'est parce que c'est un jeu avec, enfin c'est la marque pour le coup.